bien Pierre Bourdieu. J'ai intitulé ma communication La domination masculine et le regard du dominé féminin à travers la poésie orale féminine traditionnelle. Loin de remettre en cause la théorie de la domination masculine, il s'agit plutôt de compléter une vision quelque peu amputée de la réalité villageoise traditionnelle, notamment lorsqu'il est question de la relation homme-femme. Parce qu'il est question en fait de tout ce qui est relation proscrite du sentiment amoureux, comment il est exprimé par justement cette classe dominée, donc par ces femmes à travers leur poésie traditionnelle. Alors il est question pour nous, à travers notre participation, de dévoiler le regard féminin traditionnel d'une région de Kabylie, à travers quelques exemples de poèmes dont le thème tourne autour de l'expression proscrite des sentiments. L'objectif pour la femme, à travers cette poésie, est de renvoyer le reflet de l'autosatisfaction masculine sur une situation chaotique dont il est en partie responsable, puisque discourir avec l'homme reste un acte inaudible par l'homme, justement. Alors, le tabou qui entoure le sentiment amoureux s'expliquerait par le fait que l'organisation sociale, kabyle, s'élabore en fonction d'un ordre établi et dominé par l'homme, détenteur du pouvoir décisif et exécutif, élu par des considérations liées à un code d'honneur dont la qualité cardinale est la vérité, ce qu'on appelle communément vérifié, qui exclut toute expression de sentiments tendres. Toutefois, dans cet ordre social et cosmique fondé, selon Pierre Bourdieu, sur l'affirmation ultra-conséquente du primat de la masculinité, le sentiment amoureux échappe justement à cette juridiction du pouvoir mis en place par l'homme kabyle et de sa cosmologie phallo-narcissique. Je cite toujours Pierre Bourdieu. La licence politique, représentée particulièrement par le genre des champs victimes, est le moyen par lequel la femme kabyle se permet non seulement de transgresser l'interdit et de briser le tabou lié à l'expression des sentiments amoureux envers notre sexe, mais aussi de remettre en cause certaines structures objectives et cognitives de la domination masculine et ses représentations symboliques. Les poèmes de Lisby sont chantés ou récités par des femmes dans des circonstances de fête, de mariage, ou bien dans des travaux habituels. Non sans prendre bien sûr quelques précautions, c'est-à-dire en s'assurant de l'absence des hommes dans les alentours. En fait, parce qu'il est une émotion qui échappe à l'emprise des règles sociales établies, le sentiment amoureux, celui que la culture occidentale identifie comme éros, c'est-à-dire l'amour romantique ou érotique, semble représenter un danger potentiel au maintien de l'ordre au sein du groupe. L'effet subversif du sentiment amoureux explique pourquoi la représentation de l'amour dans la poésie kabyle est si complexe et pourquoi ce thème est si difficile à étudier dans la culture kabyle traditionnelle, caractérisée comme elle est par une division hiérarchique dont je parlais tout à l'heure entre les sexes, donc fonctionnant comme, je cite Pierre Bourdieu, comme un principe universel de vision et de division, comme un système de catégories de perception, de pensée et d'action. L'expression poétique de l'amour dans Lisby est portée par plusieurs facteurs sociaux qui travaillent le sens de sa communication. Facteurs liés au tabou, aux interdits religieux, au rire de la vie. ظهرية الصباح مثلها غص الصباح كلاي الليل بالوالي ذاك الشمسي سمى المصباح بالورد ماذا يفتح ذي الكارتي ديال المسي وين يوزن ديك على السماح الذي يقول لنجح الذي جرب المحل. Alors je vais traduire. Je l'ai aperçu du haut de la terrasse. J'ai demandé aide à tous les sens. Sa peau est pareille à une lanterne. Fleur quand elle éclose. Document rédigé par ici. Tout médisant vivra sans pardon, deviendra exilé et errant et plein de malheur en Dieu. Ce poème transgresse avec vraiment cette
تجي خوفن غرزن يشبو لي فزن ترنض لغزايزي ولا اسميك مليون الطار يسميك تمنطار يراك قبل ترقوا. Je traduis. Aziza, ma bien-aimée, ton nom est des meilleurs, peines et souffrances sont ta destinée. Tu as délaissé le bonheur, les richesses et les fermes fertiles pour épouser un mendiant dans les rues avec toi, errant, te réduisant ainsi à néant. Les caractéristiques d'un homme valeureux, telles qu'elles sont représentées dans l'imaginaire collectif et individuel, semblent se mesurer par la richesse. L'homme démuni est un attar, donc on appelle attar, avec toutes les connotations péjoratives que ce mot véhicule dans la culture kabyle. Son manque d'aisance matérielle le diffame au plus profond de son existence. Il n'acquiert de virilité et de force que de par la richesse. À travers cette strophe, la poétesse véhicule par le jeu masculin quelques valeurs sociales de l'époque. Quand le vieux condamne l'amoureux d'Aziza à la mendicité et à l'errance, il exagère un peu ses propos afin de créer un contraste à travers lequel il exhibe implicitement ses propres richesses qui sont autant d'atouts selon son raisonnement argumentatif tiré d'un état de fait socialement vérifiable qui garantiront une vie d'aisance et d'opulence à la belle demoiselle. Mais Aziza est vexée. Par l'offre du riche vieillard, elle lui répond. Chose qui ne se fait pas dans la société. Mais ici, dans cette poésie, elle lui répond dans le même temps que celui à travers lequel il l'a abordé. C'est-à-dire en développant un discours argumentatif. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va lui répondre en lui disant وين يغنز وجه بوليس وين يتوان تسبح الماس القفة وشبح ردك مدن أرثي ريحة الفضة. Je traduis. Les beaux jeunes hommes à l'ouest émigrant, ce sont eux que nous désirons, dehors et dans le froid dormant. Épouser la personne de son choix, tel est le véritable bonheur. Que faire des richesses du monde? Tous les fours servent à la cuisson, nul besoin de l'avoir en argent. Le discours d'Aziza est sans équivoque. Dans son rapport de force avec le vieillard, elle refuse la soumission et la résignation qui, malgré une structure sociale basée sur la domination masculine, donc je renvoie toujours à Bourdieu, accentuée par l'argent, la jeune fille reste intransigeante. Pour elle, il demeure clair que ni son statut de mâle dominant, ni l'argent et l'aisance matérielle du vieux prétendant ne l'intéressent. Ces arguments sont orientés vers les critères de l'homme de son choix, valeureux et unique à ses yeux, doit posséder et qui ne pourrait que séduire la jeune fille. Ces critères sont l'apanage de beaux jeunes hommes virils qui gagnent leur vie par le biais du labeur et du courage, ces mêmes qualités que le vieil homme ne peut nullement prétendre posséder. En fait, nous sommes ici en présence d'une illustration de la concordance presque parfaite entre la structure subjective de la femme avec l'expression collective et publique de son univers social, puisqu'elle endosse la valeur de la virilité comme un état objectif des relations sociales. Tout au long du poème, qui abonde de sous-entendus, car la jeune fille a recours à l'insinuation, son discours est truffé de symboles, d'analogies et de descriptions. Ainsi, l'usage d'un lexique spécifique appartenant au domaine de la cuisine, mais surtout l'analogie qui en est faite est exceptionnelle du point de vue de sa subtilité. L'effort est un symbole de la vérité également. L'effort est connoté justement d'une manière assez inattendue dans la réplique d'Aziza. Sans quelques indices de la poétesse, ce sous-entendu serait passé sous silence. C'est-à-dire qu'on a été chercher loin. C'est-à-dire quand la femme qu'on a questionnée, qui nous a donné ce poème, on s'est posé la question qu'est-ce que le four a à voir avec cette conception qu'on a. Et quand j'ai lu la domination masculine de Pierre Bourdieu, il parle beaucoup de four. Et il associe le four à la reproduction, justement.
donc elle est chère à Pierre Bourdieu. La femme, elle l'utilise ici, elle lui dit je vais vous expliquer, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est boufrah, c'est le plat là qui sert à cuire la galette. Elle lui dit au fait, c'est la référence à Ushbih. Justement, c'est la même référence à laquelle fait la référence à Pierre Bourdieu fait du four. C'est justement la procréation. Donc elle lui dit tous les hommes au fait peuvent procréer, nul besoin de l'avoir en argent. On n'a pas besoin d'argent pour accéder à cette fonction. La comparaison donc ici pourrait être le plat en terre cuite, non masculin sur bon, et je développe justement cette comparaison. Alors, la copulation donc homme-femme tourne ici autour de l'opposition au galette qui symbolise ensemble l'union du plat et de la galette, ce qui signifierait le mariage, la fécondation et la reproduction. Mais Aziza ne s'arrête pas là. Son discours sur les valeurs viriles, sa défense de son amour l'amène à aborder le thème tabou de la virilité. Usant d'un langage imagé, la locutrice rappelle au vieux interlocuteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on n'a pas besoin d'argent pour accéder à ces plaisirs-là. Alors, en règle générale, il est établi que le mariage, donc je passe à une autre sphère ici, est une affaire de tous, sauf de la concernée. En celle-là, je me situe bien sûr dans la société villageoise kabyle traditionnelle. Rencontre de l'autre côté de la Méditerranée, des chercheurs qui se sont inspirés, qui s'inspirent des travaux de recherche de Bourdieu y ont été de leur lot. Des chercheurs plus patentés, si je puis dire, comme Camille Dujardin, Lacoste Dujardin, comme Fanny Colonna, ont apporté leur background plus riche, plus fort, pour aller justement dans cette critique de manque, cette mise en critique. Notre amie Nora Belgasmia nous a apporté in vivo d'une étude de terrain, d'une étude concrète, un corpus d'études cerné, n'est-ce pas, dont elle nous a pas, on n'a pas eu assez de temps pour qu'elle nous donne le matériel scientifique, si je puis dire, mais qu'elle aura, j'espère qu'il y aura de publier les actes de notre colloque. C'est dans les actes en fait que l'on s'étale un peu davantage pour donner ces dispositifs de recherche que Camille Lacoste Dujardin a reproché à Pierre Bourdieu, parce qu'on n'a jamais assez de temps, on n'a jamais assez d'espace. Je crois tout simplement, parce que les colloques aussi, la vertu d'un colloque, d'une rencontre scientifique, c'est la communication. C'est la communication scientifique. C'est la mise en pratique, c'est la discussion. Je regrette une chose, je voulais déjà la dire ce matin, c'est le monde complet, c'est le déficit d'étudiants. Il n'y a pas assez d'étudiants, c'est rare. De master, de doctorat. Alors que les colloques, les journées d'études, c'est des moments qui sont, je pense, plus enrichissants que des cours. Vous savez, j'ai un magistral à l'école de journalisme, les étudiants sont là. Au cours de journées d'études, de séminaires, de colloques, c'est la mise à discussion. Bien, si les étudiants, s'il n'y a pas assez d'étudiants cette année, nous sommes assez nombreux à Riberec pour que nous puissions tout simplement, à partir de ce que nos amis conférenciers ont dit, que nous puissions en discuter. Donc nous ouvrons tout simplement la liste d'intervenants, si vous le voulez bien. Alors, je vois... C'est que votre étude, votre conférence entre un petit peu dans les études du genre et dans l'altérité. Première question. Votre position en tant que chercheur par rapport à Bourdieu, est-ce que c'est une étude de genre ou bien c'est une étude postcoloniale, ou bien les deux? La deuxième question. Ne pensez-vous pas que le deuxième poème, vous avez cité, le deuxième poème, dans votre communication, est une autre reprise de Simhan Nouhand, Athan Tofarabek Ma'in, Mriil Ismim, Wik
ميولاز ذيك تمورتا مليان وإذا الكازيم داوغ الكليم ماذا بدو به وستلقى أورث ربح ضد دونيتيم ولا خاطين اشتقوا هذا الفوضى. Question. Donc est-ce que vous pensez que c'est une reprise aussi de Simouhand? Pour M. Mtaraf, donc je reviens, non, c'est pas une grosse affaire, c'est par rapport au mythe de Bourdieu. Donc quand on nous a demandé de nous engager dans l'organisation de ce colloque sur Bourdieu, moi j'étais méfiante par rapport à la position de Bourdieu et il fallait faire attention au discours des deux côtés, vous comprenez bien. Donc par rapport au mythe, je vous pose la question, ne pensez-vous pas que pour démolir ou bien détruire un mythe, il faut un autre mythe? Voilà. Moi je fais appel à Barthes. Moi je répète que je lis toujours en anglais ce qu'il appelle les white mythologies, c'est-à-dire les mythologies blanches. Donc je voudrais juste parler de Bourdieu par rapport au discours eurocentriste. Donc j'ai dit ce matin qu'il y avait des limites à la théorie de Bourdieu et que je voulais laisser l'espace pour mes autres collègues pour critiquer un petit peu la théorie de Bourdieu. Et quand on nous a demandé de parler de Bourdieu, en fait, pour moi, Bourdieu mérite un très grand hommage. Donc vous venez de dire que dans les années 90, Bourdieu était auprès des Algériens. Donc ça c'est indéniable. Mais Pierre Bourdieu fait partie d'une structure. Donc il est dans une société occidentale, il ne pouvait pas échapper. Donc pour moi son travail il est basé sur ce qu'un théoricien post-colonial appelle les oppositions binaires. Il ne pouvait pas échapper à ça. Donc ce qu'il a fait, l'a fait. Et nous sommes là, chacun à sa manière, pas pour mythifier le travail de Bourdieu, mais pour interroger et lancer des pistes de réflexion sur ce qu'il a fait en rapport à notre société. Avec ça, voilà. Merci Madame Kada. Je crois que les questions sont claires. Chacun des collègues répondra tout à l'heure. On va aller peut-être sur un second intervenant. Monsieur Mawel. Salam alaikum. D'abord, moi je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas un sociologue, je suis un maire comme c'est-à-dire dans une toute petite commune à l'est de la wilaya Tizi Ouzou. C'était juste pour vous dire que depuis ce matin, je suis mal à l'aise par le rapprochement qui a été fait entre Bourdieu, François Fanon et Mouloud Ferran. Je voulais intervenir ce matin, mais je n'en ai pas eu l'occasion. J'ai pris quelques notes. Bourdieu, pour moi, a été impacté et M. Medalouf m'a conforté dans ma conviction. Bourdieu, d'une manière ou d'une autre, a été impacté ou influencé par les orientalistes du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle. Vous avez parlé de l'absence de référence dans les travaux de Bourdieu, et ça m'a conforté dans ce que j'ai ressenti, j'ai ressenti après la lecture de Bourdieu. Ce matin, on avait parlé de Mamri, de Pharaon particulièrement. Pour moi, Pharaon est celui qui a le mieux parlé de la société kabyle. C'est celui qui l'a le mieux décrypté. Et c'est celui qui a le mieux décrit le rôle de la femme dans cette société. Bourdieu l'a survolé de loin. Il a parlé de la femme. Il me semble qu'il a utilisé des clichés.
La dame a déclamé des poèmes en disant qu'elle les avait recueillis auprès de... Moi, je vous confirme que c'est des poèmes, même s'ils sont légèrement altérés, des poèmes de Simohan. Sauf le dernier, vous avez déclamé, qui n'est pas... qu'on ne peut pas... Quant à François Fanon, pour moi, François Fanon est quelqu'un qui... c'est ma pensée, hein, j'ai le droit de la dire, qui a été traumatisé par l'inertie, ou désespéré par l'inertie de son peuple devant la spoliation. Et partant de là, il s'est cherché une cause, en l'occurrence la révolution algérienne, qu'il a par ailleurs très bien défendue, et on ne pouvait pas le comparer ou faire le parallèle avec Bourdieu ou Ferrao. Voilà, c'était là les observations que je voulais faire. Merci à tous ça. Deuxième remarque, écoutez, moi je suis épatée de voir qu'il y a des élus municipaux qui sont ici, qui écoutent et qui interviennent. Ça c'est formidable. Donc, ne serait-ce que pour ça, votre colloque réussit, même s'il n'y a pas d'études. Ensuite, je passe aux remarques. Je n'ai pas écouté votre communication, Nora, je ne peux pas faire de remarques. Mais concernant ce que tu as présenté, qui est très intéressant, et je crois que quelqu'un a dit, est-ce que Bourdieu n'appartient pas à ce monde des orientalistes? Et alors, Bourdieu est complexe, et je crois depuis ce matin on l'entend, parce qu'il est très intéressant, il dit des choses sur nous qui sont vraiment formidables, mais en même temps il nous gêne. Bourdieu n'a pas fait un travail de sociologue, d'anthropologue, il a fait un travail de conceptualiste et de philosophe. Il nous donne des concepts très intéressants que l'on peut reprendre, quitte à les bricoler. Mais ne penses-tu pas Areski oui, non, pas Areski. C'est ça, Areski, oui. Bon. Alors en kabyle, ça passe mieux, Areski. Oui. Qu'en fait, il reste un peu prisonnier du paradigme archaïque, j'ai envie de dire. J'invente quelque chose là. Parce que je crois que je vais me mettre, excusez-moi, je vais me mettre de ce côté-là. Ce qu'on appelle les anthropologues coloniaux, avec tout l'intérêt du travail qu'ils ont fait, parce qu'ils nous sont gardiens de mémoire. Notre mémoire est là-dedans, notamment la mémoire des femmes, y compris chez quelqu'un comme Anoto, avec toutes les torsions qu'il fait subir à cette histoire. Ils sont prisonniers de ce paradigme archaïque. L'anthropologie, telle qu'elle est née en tant que science, a été élaborée pour connaître l'autre dominé. C'est ça l'anthropologie, sa première visée, même si elle ne se dit pas comme ça. L'anthropologie est fille de la colonisation des empires. Après, elle a été heureusement détournée, y compris par ceux qui étaient chargés de l'appliquer. Donc il y a ce paradigme de l'archaïsme. Archaïque, vous le trouvez chez Germaine Tillon. On le retrouve chez Mathéa Gaudry sur la société Chaouia. On le retrouve chez Guachan sur la société mozabite. C'est une sorte de façon de voir. C'est la visée de l'anthropologue occidental sur ce monde-là. Et ça, je crois qu'il faut le dire, Bourdieu a opéré une rupture. Il n'est pas dans l'anthropologie coloniale, mais il reste quelque part prisonnier de ce paradigme archaïque. Bourdieu, et je le dirai demain, j'anticipe un peu sur ma communication, est professeur au Collège de France, et c'est un mec. Et ça le calibre bien. Et donc, les critiques de Camille Lacoste du Jardin, et cette dame mérite un colloque, parce que les travaux qu'elle a fait sur la Kabylie, tu le sais bien, sont d'une importance formidable. Les critiques de Camille Lacoste du Jardin sont valables, mais en même temps, je ne crois pas que cela peut nous amener à rejeter Bourdieu. Avec et contre, comme tu disais, je le dirai demain. Voilà. Donc c'est ça. Est-ce que tu ne penses pas que Bourdieu, je reviens à ma question,
Est-ce que tu ne penses pas que Bourdieu est un peu prisonnier de cet habitus? Les sociétés différentes n'ont pas atteint notre degré de développement, dit l'occidental. Moi, je ne suis pas et donc, on les voit de loin. Et il a besoin de construire cet autre, comme les orientalistes, très beau, mais différent et un peu arriéré. Bien. Deux questions par rapport à mon intervention. Alors, je tiens juste à dire que ma recherche elle se situe bien sûr postcoloniale. Donc j'ai les poèmes que j'ai recueillis. En fait, moi je travaille sur une communauté en déplacement vers une ville arabophone, une communauté kabyle qui vit au village de Temras, donc à Touessif, et qui a quitté le village pour s'installer dans une ville arabophone, Constantine, dont je suis l'échantillon. Je fais partie de cette diaspora. Donc mon étude, c'était justement ça, donc suivre cette communauté et voir ce qu'elle a gardé en elle comme tradition. J'ai suivi beaucoup plus ce déplacement des femmes. Cet exode rural donc, qui a commencé durant la période coloniale, donc, durant les années 50, donc au déclenchement de la guerre, mais qui s'est installé donc, à Constantine à partir des années 50 et donc j'ai eu affaire en réalité à deux générations. La génération donc, de ma mère, ma génération, et celle d'après. J'ai questionné des femmes d'un certain âge, des femmes qui avaient à l'époque, c'était durant les années de la décennie noire, les années 90, et donc ce sont des femmes qui ont vécu au village et qui ont vécu dans la ville. Donc elles ont gardé justement tout cet esprit-là de femmes villageoises, mais qui ont appris à s'adapter à la vie dans la ville. Donc elles ont fait appel à leur mémoire en réalité, comme le disait tout à l'heure Madame Ben Ali, c'est justement ces conservatrices de la mémoire collective. Donc pour dire si cette poésie-là, donc c'est une poésie féminine, je l'appelle poésie féminine parce que c'est une poésie qui appartient à des femmes. Donc j'ai questionné ces femmes, elles sont au nombre de 6. Il y a certaines que j'ai suivies donc, dont ma mère, donc c'est grâce à elle que je suis là quelque part, donc je tiens quand même à lui rendre hommage, dont justement le poème que j'ai pris, le dernier sur Aziza. Je vais revenir à ce poème après. Mais sinon, il y a d'autres poèmes qui m'ont été donnés par des femmes qui vivent, qui sont maintenant, elles ne sont plus de ce monde, ou bien elles sont paraplégiques, qui n'arrivent plus à faire de la poésie, malheureusement. Et c'était durant les années 99, 2000. Donc j'ai arrêté ma recherche en 2000. Mais pourquoi je l'ai appelée société villageoise traditionnelle? En fait, ce n'est pas la femme des années de maintenant, en fait. Donc ce sont des femmes qui se sont rappelées une ancienne poésie. Peut-être qu'il n'est pas exclu que cette poésie appartienne à Sidi Mohamed. Mais pour ma part, Mohamed a vraiment influencé la société kabyle. Il est clair que son influence, elle a été tellement importante que les femmes ont repris cette poésie et se sentent je vais dire, appropriées cette poésie. Et pour peu que ce soit justement Mohamed, quand le poème que tu as récité tout à l'heure que je ne connaissais pas, il parle justement, il se met dans la peau d'une femme. Donc quelque part, il sait ce que la femme pense. Donc c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que et la femme et l'homme savent constamment ce qui se passe dans la tête de l'autre. Mais la femme, par pudeur ou elle préfère donner justement ce jeu. Donc elle est dans la peau de l'homme, mais elle dit c'est l'homme qui le dit. Mais en réalité, c'est ce qu'elle ressent. Donc elle se cache derrière l'homme juste pour avoir une position commode. Pourquoi ?
C'est la négociation. Non, même pas. Elle n'est même pas dans ça. Elle est protégée. Quand elle utilise du jeu masculin, elle est protégée. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est elle qui le dit en réalité. Mais elle se cache derrière l'homme parce que lui, tout lui est permis. Lui, donc, il va pas avoir... Tout à l'heure, je parlais, sincèrement, j'avais peur que tous les hommes, parce que je voyais que toute l'assistance, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes dans l'assistance. Je me disais, tiens, je vais avoir la foudre qui va me tomber sur la tête. Surtout quand j'ai parlé de l'exemple Saher Derges Gorgez Inalbo Porgez. Moi, j'ai 2 garçons, donc je ne vais pas dire ça à mon mari quand même. Mais bon, c'est une femme qui me l'a dit. Bon, j'ai mis cette expression-là, je l'ai mis dans son contexte. J'ai parlé des mariages malheureux, où la femme donc permet de dire ce qu'elle pense de son homme. Et c'est ça qui est formidable. Pour peu que l'homme soit à l'écoute de la femme, je pense que beaucoup de problèmes seront solutionnés. Mais comme l'homme, il est justement dans dans sa bulle, dans sa carapace d'homme dominant, il n'écoute pas. Mais le problème, c'est que personnellement, je ne casse pas l'homme, je ne lui reproche pas grand-chose, mis à part que il faut qu'il soit à l'écoute, un peu plus à l'écoute de la femme, parce que quelque part, cette femme n'est pas rien. Cette femme, ça peut être sa mère, sa sœur, sa compagne, donc celle qui partage sa vie, et ça c'est important. Donc pour peu qu'il lui donne un peu plus de valeur, je pense que on parlait de communication tout à l'heure, donc on dit aussi de la communication jaillit la lumière. C'est cette communication-là qui est rompue entre hommes et femmes dans la société, et c'est ça qui est malheureux dans notre société. On considère la femme comme une affaire, comme un danger, il ne faut pas s'approcher. En réalité, on a des idées préconçues sur la femme, et c'est ça qu'il faudrait revoir. Enfin, là, je parle à l'homme, je parle à l'homme, pour peu qu'il soit un tout petit peu attentif au non-dit des femmes. Je pense qu'il va comprendre beaucoup de choses, et les choses vont fonctionner encore merveilleusement bien. Mais je le reproche, le plus gros reproche, je le fais aux femmes. Je le fais aux femmes. Parce que la femme, c'est elle qui éduque cet homme. Et pour peu qu'elle lui dise ainsi de suite, donc quelque part, elle le renforce, elle lui dit et il reproduit le même modèle. Donc, celle qui est vraiment à sanctionner, c'est la femme. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Alors, pour revenir donc à cette poésie, je parle d'Aziza et de l'homme. C'est ma mère qui m'a donné. Et donc c'est un poème qui me tient vraiment à cœur parce qu'elle le tient de sa mère. Et quand je dis, je vais poser la question, parce que c'est vrai qu'il y a cette... quand on s'approche de ces informatrices, moi j'ai eu cette chance d'être une femme parmi les femmes, donc elles m'ont ouvert leur cœur, leur demeure. Je sais qu'il y a beaucoup de poésie que je n'ai pas osé vous donner ici, parce que par pudeur, il y a beaucoup de choses qui m'empêchent. Oui, la buteuse, c'est moi qui est là, qui m'empêche de... Même si on est dans un contexte scientifique, mais beaucoup de poésie qui sont quand même assez fortes. Donc les femmes se permettent de dire pas mal de choses que les hommes peut-être eux-mêmes n'osent pas dire. Donc je n'ai pas été très très loin, j'ai fait un choix, donc je me suis auto-sanctionnée. Justement par habitus, comme on dit. Et puis, par peur peut-être d'être taxée, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma petite tête, mais c'est comme ça. Il a fallu que je fasse un tri. Pourquoi? Allez me dire pourquoi. J'ai fait un tri pour pas trop, peut-être... Bon. Mais, donc, au-delà du fait de demander à ces femmes de nous donner leur poésie, il y a tout un entretien. Donc il y a toute une amitié qui s'installe, il y a cette... on se laisse aller. Et ces femmes-là m'ont dit beaucoup de choses, et c'est ça qui m'a permis de tirer ces conclusions. Je ne vais pas dire que je détiens la vérité, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la société kabyle, elle est en perpétuelle mouvance. Elle avance, mais on ne se rend pas compte. Et puis toutes ces recherches, moi je tiens juste à dire une chose. Peut-être que Pierre Bourdieu a failli, comme toutes les critiques qui lui ont été, enfin critiques positives qui lui ont été faites lors du colloque que M. Metref enfin la communication de M. Metref a désigné à juste titre. Mais il a eu le mérite
de nous donner beaucoup de concepts qui sont intéressants à développer. Maintenant, peu importe qu'il soit théoricien, pas théoricien, philosophe, il est là, il a aidé la société kabyle à nous, c'est-à-dire à ce qu'on la voit de l'extérieur, certes. Mais je me dis que c'est à nous, chercheurs de l'intérieur, qui devons aller de l'avant et faire justement ces recherches de l'intérieur. C'est ce qu'on doit se dire. On doit se dire qu'on doit dépasser ces recherches. On doit sortir de ces sentiers battus. Parler d'Anoto, c'est bien joli, mais il faut le dépasser. Pourquoi pas dépasser aussi Pierre Bourdieu sans pour autant lui dénigrer le dénigrer ou bien lui enlever le mérite qu'il a été, donc il a été quand même un des pionniers de la recherche sur la société. Je pense que j'ai répondu à la question. Bon, je sais que donc Soumaïa Mohamed il a beaucoup influencé la poésie kabyle, donc féminine, oui. Et cette poésie-là, elle est féminine. Donc ce sont des femmes qui m'ont donné cette poésie. Maintenant, elles ont été influencées. Non, on a influencé, mais moi je considère que l'influence, elle est de part et d'autre. Et que Soumaïa Mohamed a certainement influencé cette production-là qui reste donc à étudier, à développer encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Nour.